L'éveil artistique est vraiment apparu lors du confinement. Ah. Donc c'est comme ça que j'ai dit, bon, il faut que puisque j'ai un talent, c'est mieux de me donner à fond, à 100%. Le déclic est parti lors de ma première vente. La pizza qui m'avait fait une commande, elle avait commandé 7 de mes œuvres. L'artiste, on va dire, c'est le lien, ou si tu veux, le portail entre le monde des esprits et le monde des humains. Même quand tu es un artiste autodidacte, tu n'es pas dans le système normal, les gens ne te prennent pas au sérieux au départ. Donc, les gens de ton milieu ne te considèrent pas. C'est à toi de montrer que non, tu comptes, tu as une vision et tu sais où tu vas. Je ne peins pas tout le temps, c'est-à-dire je ne peins pas énormément d'œuvres parce que je peux peindre une œuvre et cette œuvre-là, je dois passer un temps de méditation, de réflexion, de connexion avec cette œuvre-là. Je peux composer une œuvre en 5 minutes et prendre 2 mois, 3 mois à étudier l'œuvre. D'abord, on va dire la base de mon inspiration, elle parle de mon vécu. C'est une forme d'énergie, tu vois, que je capte. Et quand je rentre dans mon atelier, je déverse toute cette énergie-là sur mon œuvre. Je fais ce qu'on appelle du live painting. Ok. Voilà. J'essaie d'être lisible dans mes différentes actions, c'est-à-dire je ne cache pas ce que je fais. C'est vrai que l'État n'a pas les moyens d'embaucher tout le monde. Voilà. Les entreprises privées aussi n'ont pas aussi les moyens d'embaucher tout le monde. Mais lorsque la créativité d'un jeune est éveillée, il a même de réaliser on va dire, des activités génératrices de revenus qui pourront lui permettre de se prendre en charge et de prendre en charge sa famille. Vraiment, l'art m'a vraiment tout apporté. Grâce à l'art, aujourd'hui, les portes des ambassades me sont grandement ouvertes. L'art nourrit son homme. Mais en même temps, il faut savoir vivre selon son niveau de vie. Ce que je veux dire, pour un artiste, c'est de travailler sur sa cote. Moi, j'ai pour habitude de dire que on n'aide pas un artiste, on n'aide pas un peintre. Un artiste est la solution de Dieu pour une nation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Valeurs Ajoutées, le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et surtout qui favorisent l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'exceptionnel, un frère, un visionnaire, un Ivoirien qui a accepté de se prêter au jeu de mon podcast parce que c'est quelqu'un qui d'abord moi m'inspire et qui j'espère va inspirer d'autres personnes. C'est un artiste. Je n'en dirai pas plus parce que justement ce podcast vise à découvrir son parcours. Je précise que ce podcast est sponsorisé par GGA Entreprises, une entreprise qui évolue dans le transport, l'immobilier, la formation, l'audiovisuel. Je suis Nyepa Jolanani, son gérant et fondateur. Bienvenue Roméo de Meva. Merci de m'avoir convié à ton émission. D'accord. C'est un honneur, c'est un plaisir de toujours partager ce que l'on sait, ce que l'on a appris, voilà, pour que ça puisse permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir pleinement vivre de leur talent, de ce qu'ils ont à montrer au monde entier. Alors moi, je voudrais te dire merci parce que pour la spontanéité avec laquelle tu as accepté de te prêter au jeu du podcast Valeurs Ajoutées. Et merci aussi d'être là dans mes humbles locaux pour partager ton expérience avec ma communauté et également avec la tienne. Alors, dis-moi Roméo, pour ces quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux prendre quelques temps, un instant pour te présenter à ma communauté? Oui, déjà à l'état civil, c'est Meva Roméo. Et mon nom d'artiste, j'ai un peu joué sur les deux noms, c'est Roméo de Meva. Et pour ma communauté, on m'appelle affectueusement Maître Souzano. Donc, je suis artiste plasticien. Voilà. Et je fais des œuvres d'art, de la peinture sur toile et sur plusieurs supports. D'accord, ok. Donc, tu l'as dit, Ivoirien, né en Côte d'Ivoire, oui. Grandi. Tes études, tu les fais où? Oui, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. On va dire Abidjan, Gagnoa. J'ai fait mon cursus scolaire à Abidjan.
Ensuite, j'ai fait, on va dire, de la comptabilité, qui m'a fait passer par Gagnois. Et puis après ça, j'ai essayé de monter des entreprises qui n'ont pas vraiment tourné. Et ensuite, je suis passé à la plastique. D'accord. Alors, je te demande si tu es né en Côte d'Ivoire et si tu as fait tes études en Côte d'Ivoire parce que pour le reste du podcast, quand on verra la dimension que tu as atteint, c'était important pour moi qu'on montre que tu es un pur produit ivoirien. Tu n'as pas étudié en Occident pour revenir, même si tu as pu faire quelques voyages. Alors, dans ta présentation, tu as dit artiste plasticien. Moi, je te connais en tant que peintre et je pense que pour le commun des mortels, tu es peintre. C'est quoi artiste plasticien? D'abord, je vais signifier que je suis autodidacte. D'accord. Dans un premier temps, maintenant, la plastique, ça touche, on va dire, à plusieurs domaines. La peinture, la sculpture, et tout ce qui touche à l'art. Voilà. Donc, je suis peintre, mais artiste plasticien. C'est quoi artiste plasticien? Surtout le plasticien. C'est quoi? Tu travailles avec du plastique? Non. Quoi, le truc? Ça, comme je l'ai dit, ça touche à plusieurs, on va dire, comment on dit ça, à plusieurs disciplines de l'art. D'accord. Dans l'art, il y a plusieurs disciplines. Il y a les peintres, même dans la peinture, il y a plusieurs disciplines. On va dire ça ainsi. Il y a des peintres, on va dire, qui touchent à tout ce qui est figuratif. Il y a des peintres qui touchent à tout ce qui est abstraction. Et il y a plusieurs techniques dans ces différentes techniques, dans ces différents, on va dire, façon d'aborder l'art. Façon d'aborder l'art. Ok, d'accord. Alors, tu t'es présenté de façon vraiment succincte. Et moi, je vais revenir un peu sur le début des choses. D'accord? Parce que tu mentionnes très bien que tu es autodidacte. Je comprends par là que tu n'as pas forcément étudié l'art. À la base, c'est la comptabilité que tu étudies, c'est ça? Oui. Comment tu passes de la comptabilité à l'art, à devenir peintre, artiste, plasticien, c'est ça? Oui. Ben, on va dire c'est vraiment quelque chose on va dire c'est deux univers carrément opposés, hein. Bien sûr. Après mes études de comptabilité, j'ai postulé à des stages. Ensuite, j'ai monté quelques entreprises. Mais j'avais pas encore trouvé mon véritable filon. Voilà. Mais j'étais quand même, j'avais cet amour-là caché de tout ce qui Justement, cet amour, il naît comment? Est-ce que tu es comme les autres, ils vont dire que quand j'étais petit, je prenais voilà, explique comment tout a commencé. Quand j'étais petit, j'aimais, on va dire, les mangas, les dessins, chez nous, on appelait ça Club de Petit. Club de Petit. Voilà. Donc, j'étais quand même attiré par ces choses-là. Mais j'ai aussi grandi dans une atmosphère artistique, parce qu'il y a mon oncle qui est peintre. Moi, j'ai pas vraiment grandi avec lui, hein. Il y a aussi mon grand-père qui est aussi peintre, écrivain, Gouroubi Réunion. Mon oncle, lui, c'est Mévagio. Mais j'ai pas aussi grandi avec eux pour dire que j'étais, on peut dire que c'est le sang, alors, finalement. Voilà, on pourrait le dire ainsi. Donc, j'avais cet amour, on va dire, j'ai tout cet amour-là, on va dire, du dessin animé, tout ce qui est manga, et tout ça. Mais maintenant, on va dire, l'éveil artistique, hein, est vraiment apparu lors du confinement. Ah, 2020, 2021. 2021. Donc, vraiment confiné, toutes les activités sont arrêtées. On cherche comment survivre avec nos activités. Tu sais, quand tu es entrepreneur, c'est vraiment difficile quand les activités sont bloquées. Je me rappelle que avec mon épouse, on avait des machines à coudre là. Donc, on essayait de faire des cache-nez pour aller vendre et tout ça. Profiter quand même de la crise pour en faire une opportunité. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui touche à tout. Hein. J'ai vraiment touché à tout. Et puis, un soir, j'avais un ami, un petit frère du quartier, qui lui est élève à UFRICA. Il est quoi? Élève d'art. D'accord. À UFRICA. Je crois que c'est une faculté d'art à l'université de Cocody. Donc, il me parlait un peu de ce qu'il faisait à l'école. Et moi, je lui ai dit, bon, un soir qu'il vienne chez moi. Ensemble, je vais voir un peu comment il touche un peu à ses créations et tout. C'est comme ça, un soir, il est arrivé chez moi.
Et il m'a montré un peu les mélanges de couleurs, hein, le blanc, le noir qui donne du gris, le jaune, le rouge, l'orange. Et puis bon, j'ai pris une feuille et puis j'ai essayé de faire une composition. Donc j'ai fait un paysage et il a vraiment apprécié. Il a pris l'œuvre, il a présenté à ses amis qui ont aussi apprécié. Et c'est comme ça que ses amis sont venus me voir à la maison. Et puis bon, j'ai dit bon, je vais essayer de me donner encore plus de challenge. Donc j'ai commencé à faire des œuvres figuratives, mais des paysages. Donc à chaque fois que je faisais mes créations, je les postais sur Facebook. Pendant que je chantais faire les créations, j'étais en direct. Et c'est comme ça que j'ai commencé à attirer les regards du monde entier sur ce que je suis en train de faire. Ouais, et un jour, mon oncle dont je parle est venu à la maison, je lui ai présenté mes œuvres. Il m'a dit que vraiment c'était très bien, mais il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire si tu passes par l'abstraction, tu vas atteindre un autre niveau. Donc je rentre dans mes recherches pour voir c'est quoi l'abstraction. Et je commence à faire mes recherches, je découvre un peu les œuvres de certains artistes. Je commence à découvrir c'est quoi l'abstraction. Et puis du coup, je me sens immergé dans cet univers-là. Et je commence à me lancer dans ce que c'est que l'abstraction. Et je commence à faire sortir des créations qui aussi commencent à parler aussi au monde entier. Et du coup, je commence à avoir des invitations de partout dans le monde pour venir présenter mes œuvres, exposer mes œuvres. Wow. On reviendra sur tes différents voyages, sur le côté, on va dire, externalisation de ton offre, de ton art. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ta présentation? Tu as dit également que tu étais artiste plasticien et que tes amis t'appelaient Susano. Et je sais que par la suite naît le clan Susano parce que je te suis un peu. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, on va dire quand j'ai démarré sur les réseaux sociaux, ma communauté j'ai demandé à ma communauté quel nom d'artiste je pouvais avoir. Donc chacun me présentait les noms et tout. Et puis je suis allé j'ai fait des recherches puisque j'aime les mangas et tout. Donc j'ai vu Susano. J'ai vu une histoire sur Susano qui est le dieu, on va dire, de la création, de la fécondité. Il a une histoire vraiment riche par lequel est né, on va dire, le peuple japonais. Donc j'ai dit bon, je vais prendre ce nom-là qui va faire office de la puissance de ma création. D'accord. Donc je me suis fait appeler Maître Susano. Maître Susano. Voilà, d'où ma communauté se fait appeler le clan Susano, avec qui j'interagis. Voilà. D'accord. En tout cas, tu portes bien ce nom-là parce que je connais un peu ton travail. Alors, tu invites ce jeune chez toi qui te montre des bases que tu développes par la suite. À quel moment tu te dis, ça, c'est vendable? Parce que au départ, on peut dire que c'est, je dirais pas pour jouer, mais voilà, c'est pour se faire plaisir, c'est pour se détendre, voilà. Mais à quel moment tu te dis, je vais commencer à commercialiser cet art-là? Oui, déjà, faut dire que, comme je dis, j'avais monté plusieurs entreprises, voilà. Dans quel domaine? Juste comme ça. L'informatique, la communication. Donc, en réalité, on va dire que j'étais comme si j'étais en train de chercher mon filon, comme je le disais tantôt. Donc, quand j'ai vu l'impact qu'avaient mes créations, il dit mais attends, pourquoi ne pas mettre tout ce que je sais dans la communication, dans l'entrepreneuriat autour de ce produit là que je suis en train de développer. Donc c'est comme ça que j'ai dit bon, il faut que puisque j'ai un talent, c'est mieux de me donner à fond, à 100%. Et puis je pense que ça va payer parce que ton talent, personne ne peut te l'arracher. C'est ça. Voilà. Par exemple, en informatique, l'entreprise d'informatique que j'avais, par exemple, c'est vrai que j'avais les bases, les connaissances, j'avais les bases, mais j'avais pas la spécialité. C'est ça. Tu vois. Donc souvent quand j'avais des marchés, quand j'envoyais des équipes sur les marchés, le chef d'équipe généralement cherchait à passer dans mon dos pour reprendre le marché. Donc ça faisait que ça va t'envoyer. Voilà, donc ça faisait que c'était à tout moment un recommencement. Mais là, j'ai un produit que je maîtrise. Voilà, même si quelqu'un veut me copier, c'est ça. Il ne fera pas la même chose. Non. Voilà, c'est comme une empreinte. C'est ça.
Donc, voilà quoi, c'est comme ça que je me suis lancé à fond là-dedans. Et moi, je vais te poser une question pour te titiller un peu, parce que tout à l'heure, tu as mentionné madame qui t'accompagnait dans la confection potentiellement de casques au moment de la crise. Très souvent, les personnes trouvent des artistes de rêveurs. Et de ce fait, on peut se dire que, est-ce que ça a été facile avec madame ou avec les filles lorsque tu te lançais dans cette carrière artistique? Parce que l'artiste, ok, d'accord, tu peins, mais bon, est-ce qu'elle croyait en ce projet de devenir artiste? On va dire qu'au départ, elle doutait un peu. Il faut aller chercher le travail, tu es là, voilà, tu dessines des trucs. Mais en même temps, elle me soutenait parce que quand j'étais en train de faire mes créations, elle reste à côté de moi toute la nuit. Et quand je finis, elle va se coucher. Donc le lendemain, je l'appelle, je lui demande, mais comment tu vois ce que je fais? Elle a commencé à apprécier, mais elle ne voyait pas encore l'aboutissement de tout ça, parce qu'on a l'habitude de voir des peintres quand ils vendent les œuvres au bord des carrefours. C'est ça. On n'avait pas vraiment la perception de déboucher d'un peintre. Donc quand elle était là comme ça, elle regardait, bon. Mais elle m'encourageait quand même. D'accord. Elle m'encourageait. Mais je vais dire que... Le déclic est parti lors de ma première vente. Voilà. Lors de ma véritable première vente, ma grosse première vente, la paysanne qui m'avait fait une commande, elle avait commandé 7 de mes œuvres. 7? Oui. 7 de mes œuvres. C'était vraiment... elle et moi, on était tout contents à la maison. Au départ, même, elle ne croyait pas. Et c'est quand j'ai reçu le chèque, le premier chèque, je lui ai présenté que vraiment... C'était un chèque de combien? Non, une tranche. Moins de 500 000, plus de 500 000, entre 1 million et 2 millions, une tranche. Ouais. Parce que, regarde, l'objectif de ce podcast, c'est quoi? Un jeune peut vouloir devenir peintre comme toi. Il peut même faire partie de ta communauté. Si. Mais est-ce qu'on en vit? Est-ce qu'on peut? Donc, voilà pourquoi je demande une tranche. C'est pas pour faire du buzz. Bon, on va dire plus de 2 millions. Les 7, hein, ou bien l'unité? Non, les 7. Les 7, d'accord. J'étais un jeune, là, je viens à peine de sortir. Plus de 2 millions, c'est déjà suffisant. Plus de 2 millions. On peut voir déjà que 7 œuvres à plus de 2 millions, c'est pas mal. Mais est-ce que tu avais déjà demandé, si demain, ta fille vient te voir, te dire que te présenter quelqu'un et que c'est un artiste, comment est-ce que tu vas appréhender les choses étant toi-même artiste? Oui, en fait, c'est ça, faut redéfinir la vision qu'on a d'un artiste. C'est ça. L'artiste, on va dire, c'est le lien, ou si tu veux, le portail entre le monde des esprits et le monde des humains. Voilà. Donc un artiste, c'est un être qui est divin. C'est-à-dire il a cette sensibilité-là plus forte qu'un être humain normal. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vois très bien. Donc il arrive à percevoir les messages que Dieu retranscrit à une communauté, à une nation. Donc les artistes sont des piliers du développement d'une nation. Quand les artistes sont éteints, vous allez voir qu'il y aura une dépravation dans la nation. Pour réorienter, pour canaliser, pour donner une vision claire, c'est les artistes qu'on appelle. D'accord. Ok. Moi, je vais te parler franchement, Roméo. Aujourd'hui, tu t'en sors. Ça va chez toi. Avant, tu disais que tu avais plusieurs structures. D'accord? Donc, je suppose que tu es allé demander la main de madame en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu penses que si tu avais été en tant que peintre, quelle aurait été la réaction des parents? Parce que ça, ici, pourquoi je te pose cette question, c'est pour faire ressortir justement cette problématique. Même aujourd'hui, quand on demande à madame, monsieur fait quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, elle dit que je suis marié à un artiste.
à un peintre. Mais c'est parce que c'est Roméo. Mais imagine, il y a des peintres qui sont dans l'échec. Il y a des artistes qui sont talentueux, hein, attention. Ils sont talentueux. Quand je dis ils sont dans l'échec, c'est qu'ils n'ont pas forcément la visibilité, ils n'ont pas forcément trouvé le bon filon, ils n'ont pas de chance. D'accord? Quel est ton regard vis-à-vis de ça? La vision qu'on a des artistes. Par exemple, la belle famille ou bien même l'entourage de madame, par exemple. Oui, c'est un peu ce que je t'ai dit. Tout part aussi de la vision que l'artiste a de lui-même. Non, mais excuse-moi de te couper. Hein. Cette vision que tu viens de décrire, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Mais pour nous qui ne sommes pas artistes, ça ne nous parle pas. Moi, par exemple, qui suis entrepreneur, ok, c'est bien, c'est chic. Mais à la fin du mois, ça rapporte quoi concrètement pour vivre? Tu vois ce que je veux dire? Si, je vois. Voilà, je suis sûr qu'il n'y a que vous, les artistes, qui comprenez la définition que tu viens de donner. Mais un beau-père, un pote, un ami, madame, monsieur, une femme, oui, ok, c'est beau tout ce que tu dis, mais est-ce qu'on pourra vivre avec ça? C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que tu penses de cette perception-là de... Est-ce que tu as déjà été victime, par exemple, de ça? On va... Pas vraiment, parce que lorsque j'ai démarré, j'étais déjà avec mon épouse. D'accord. Mais cette perception-là, elle n'est pas différente d'un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur qui démarre, il passe sur du néant. Effectivement. Donc du coup, souvent on a pu dire, mais lui là-même, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce gars-là? Tu vois? Donc les personnes qui n'arrivent pas à percevoir ta vision, c'est normal qu'ils aient cette réaction-là. Donc, du coup, c'est, comme je le disais, quand toi-même tu arrives à percevoir qui tu es, tu arrives à le retranscrire, à le transmettre. Par tes actions, par tes réalisations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vois. Voilà. Donc, quand on te présente, même dans mon milieu, hein, puisque je disais que je suis artiste autodidacte, même quand tu es un artiste autodidacte, tu n'es pas dans le système normal, les gens ne te prennent pas au sérieux au départ. Parce qu'on se dit, bon, peut-être que le premier tableau, c'est un coup de chance, jusqu'où il va arriver, il n'est pas dans la ligne normale, conventionnelle. Donc, les gens de ton milieu ne te considèrent pas. Mais c'est normal. C'est à toi de montrer que non, tu comptes, tu as une vision et tu sais où tu vas. Voilà. Donc, c'est quand tu vas maintenant démontrer, faire tes preuves, que tu verras que voilà, les gens vont compter avec toi. D'accord. En tout cas, merci pour cette façon de un peu, on va dire, positive de voir les choses. Est-ce que tu as la capacité de nous dire un peu, est-ce que tu as un décompte du nombre de peintures que tu as pu faire et commercialiser à ce jour, comme un peu les artistes avec les albums et les singles? Bon, je n'ai pas un compte exact parce que en même temps que je peins, parce que moi, mon travail, c'est-à-dire il y a de la peinture et il y a de la réflexion. Ouais, un peu, ça fait que je ne peins pas tout le temps. C'est-à-dire je ne peins pas énormément d'œuvres parce que je peux peindre une œuvre et cette œuvre-là, je dois passer un temps de méditation, de réflexion, hein, de connexion avec cette œuvre-là. Donc ça peut me prendre du temps. Je peux concevoir, composer une œuvre, je dis quelque chose comme ça, en 5 minutes, et prendre 2 mois, 3 mois à étudier l'œuvre. Ouais, un peu. Voilà. Donc, c'est pas comme un artiste qui va te dire qu'il fait des œuvres, 10 œuvres par jour, 50 œuvres par mois ou par jour. Moi, je fais des œuvres, j'essaie de faire des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est un peu comme des Lamborghini, des Ferrari. Je vois. Voilà. Je vois. Mais où est-ce que tu tires ton inspiration en tant qu'artiste? D'abord, on va dire la base de mon inspiration, elle parle de mon vécu. Hein, de mon vécu, des situations que j'ai dû traverser tout le long de ma petite vie. Hein, et j'arrive aussi à capter les émotions, les énergies qui m'entourent, les faits de société, tu vois. Je peux m'inspirer
de l'entretien que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire, après cet entretien-là, c'est une forme d'énergie, tu vois, que je capte. Et quand je rentre dans mon atelier, je déverse toute cette énergie-là sur mon œuvre. Et après, je rentre dans l'étape de connexion, de méditation pour faire sortir le message de tout ça. D'accord. Il n'y a pas de moment où tu as besoin de t'exiler, de partir loin par exemple, d'Abidjan. Par exemple, il n'y a pas des lieux où tu es plus productif que d'autres, ou bien des périodes même où tu es plus productif que d'autres. Bon, je dirais que c'est aussi ça, ma force, hein, parce que je fais ce qu'on appelle du live painting. Ok. Voilà. C'est-à-dire, une fois que je suis face à une toile, je suis parti. Donc, j'ai pas besoin, c'est-à-dire, j'ai pas un processus dans lequel je dois me mettre, une disposition dans laquelle je dois me mettre pour avoir une inspiration. Une inspiration. Non. Une fois que je suis face à ma toile, je me laisse aller. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a des actions que tu mènes éventuellement pour susciter des vocations pour la jeune génération? Parce qu'aujourd'hui, tu as commencé la peinture. Moi, personnellement, je trouve que tu te débrouilles pas mal. Je suis vraiment impressionné par ce que tu fais, puisque je te suis un peu tes différents voyages et on y reviendra. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, tu as un nom. Tu es quelqu'un dans la peinture, mais c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des actions que tu fais pour justement encadrer d'autres personnes qui se sont déjà lancées pour peut-être atteindre ton niveau, ou même, pourquoi pas, c'est ce qu'on peut leur souhaiter, dépasser ton niveau? Oui, dans un premier temps, j'essaie d'être lisible dans mes différentes actions. C'est-à-dire, je ne cache pas ce que je fais. Souvent, certaines personnes me disent, mais pourquoi tu aimes publier tout de suite tout ce que tu fais? Voilà, je partage mes étapes, mon évolution, tu vois, mes attaches dans ma démarche artistique. Maintenant, ensuite, j'ai mis en place une association, une fondation, voilà, qui travaille aussi dans le social, dans le caritatif. Voilà, donc j'essaie d'aider mes jeunes frères à pouvoir réaliser aussi leurs rêves. Voilà, donc voilà un peu ce que j'essaie de faire. Quelles sont les actions concrètes déjà, comment s'appelle cette association? La Fondation Susano. La Fondation Susano, d'accord. Quelles sont les actions concrètes que mène cette fondation pour les jeunes, et où exactement, et comment entrer dans cette fondation-là pour un jeune qui voudrait te rejoindre? Bon, nous intervenons dans la santé, l'éducation et la formation. Nous sommes une jeune association. Mais déjà, nous avons eu à initier des ateliers pratiques. On a avec des jeunes en situation de handicap intellectuel. Nous avons eu un programme avec le ministère de l'enseignement technique et la direction de la vie scolaire. Nous avons initié aussi un atelier avec les jeunes élèves. Parce que je dis comme ça que l'art éveille la créativité. J'ai eu à échanger avec le ministre de l'enseignement technique, où je lui disais comme ça que lorsque la créativité est éveillée, c'est ces jeunes-là, c'est vrai que l'État n'a pas les moyens d'embaucher tout le monde. Voilà. Les entreprises privées aussi n'ont pas aussi les moyens d'embaucher tout le monde. Mais lorsque la créativité d'un jeune est éveillée, il a même de réaliser on va dire, des activités génératrices de revenus qui pourront lui permettre de se prendre en charge et de prendre en charge sa famille. Donc il y a cet aspect aussi que l'art apporte à ceux-là même qui s'intéressent à l'art. Donc voilà un peu les actions qu'on essaie Et comment rejoindre cette association pour un jeune qui serait éventuellement intéressé? Déjà, il faut approcher, on va dire, mes collaborateurs, le directeur de la fondation, M. Yves Ajavon. D'accord. Qui pourra mieux les orienter dans cette approche-là. D'accord. Voilà, avec la fondation. Est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook sur lequel on peut aller prendre des informations? Oui, sur Facebook,
c'est la Fondation Susano. Fondation Susano. Susano, vous entrez et puis voilà. D'accord. Tout est sur Facebook. Tout est sur Facebook. Ok, merci. Tout à l'heure, tu m'as porté le flanc, on va dire, pour ma prochaine question. Tu as dit que tu avais échangé avec le ministre de la Culture. Non, le ministre de l'Enseignement Technique. Le ministre de l'Enseignement Technique. Donc, tu as échangé avec un ministre. Ma question est, quelles sont les portes que la peinture, que l'art t'a ouvertes? Mais vraiment, j'ai besoin que tu sois franc parce qu'aujourd'hui, ce que je veux montrer, c'est qu'on peut aimer l'art, on peut aimer la peinture et devenir quelqu'un grâce à la peinture. Donc, quelles sont les portes? Ça peut être des voyages, ça peut être des organisations internationales, ça peut être des portes au niveau du pays. Quelles sont les portes? Qu'est-ce que l'art t'a apporté concrètement aujourd'hui? Vraiment, l'art m'a vraiment tout apporté. Grâce à l'art, aujourd'hui, les portes des ambassades me sont grandement ouvertes et les ministères me tendent la main pour des programmes. Quand j'arrive dans un endroit, je suis vraiment estimé. C'est pas seulement chez moi, c'est pas seulement ici en Côte d'Ivoire, même en Europe. Voilà, en Europe. Est-ce que tu peux nous citer quelques pays d'Europe et quelques organisations que tu as? Oui, en Europe, il y a eu ma première exposition au Carrousel du Louvre, à Paris. J'ai exposé aussi au Centre international de Deauville. Deauville. Oui, Deauville. À Paris, j'ai une entreprise dans le milieu de l'art. Bon, c'est une jeune entreprise, on vient d'ouvrir. Et en France, là-bas, j'ai des facilités. Parce que en tant qu'artiste, j'ai des privilèges. J'ai des ouvertures, pratiquement en Europe, à Londres, à Venise où j'ai gagné un prix tout récemment. D'accord, oui, j'ai vu ça. C'était quel prix? Le prix Le Phénix, c'est un prix qui est décerné aux artistes qui se démarquent par leur créativité et par leur recherche artistique. Ok. Voilà. Donc, il y a tous les pays qui sont représentés lors de cet événement-là. Aux États-Unis, j'ai une exposition en vue parce que j'ai été invité pour présenter mon œuvre, celui-là qui m'a permis de remporter le prix à Venise. Elle va être exposée avec les œuvres de Pablo Picasso, Henri Matisse et John Miro. Wow. C'est vraiment un rêve qui se réalise parce que je me disais, lors de ma première exposition ici, quand j'avais mis les prix de mes œuvres, les gens trouvaient que c'était trop élevé et que on m'a donné le nom d'un artiste peintre qui est dans le milieu il y a longtemps. Moi, je lui ai donné 3 ans. J'ai dit dans 3 ans, je me donne 3 ans pour atteindre. Ils t'ont donné quel nom? Non, je ne pourrais pas. Aboudia? Non, pas Aboudia, mais on m'a donné le nom d'un artiste qui a quand même été dans le milieu avant d'atteindre Ivoirien. Ivoirien. Donc moi j'ai dit non, moi je vais travailler en 3 ans, il faudrait que j'ai une cote vraiment assez élevée, il faudrait que je sois reconnu dans le monde entier. Parce que si je dois attendre cet âge-là, à quel moment je vais vivre de mon art. Donc aujourd'hui, si je dois exposer avec Picasso, c'est, on va dire, c'est sommité, c'est Dieu de la peinture. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Voilà. Et ensuite, j'ai une deuxième exposition personnelle aussi à New York. Wow. Donc, quand tu dis personnel, c'est quelque chose que toi-même tu as... Non, quand c'est personnel, c'est une exposition solo, c'est-à-dire, il y a des expositions collectives. C'est-à-dire vous exposez avec plusieurs artistes dans une même exposition ou galerie, mais là c'est une exposition personnelle. D'accord. C'est-à-dire que tu es le seul artiste exposé dans cette galerie là. Wow. Je vais quand même préciser que c'est mon cousin. Voilà, c'est mon cousin. Donc partout où vous le verrez, sachez que c'est mon cousin. Donc, ça c'était juste pour rien. Donc franchement, je suis très 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 fier de ton parcours. Et je voulais savoir comment se gère une carrière de peintre. Est-ce que tu as un manager? Est-ce que c'est toi? Parce que tous ces contacts, je suppose que des fois il y a des courriers à envoyer, il y a du lobbying à faire, il y a des... Comment se gère une carrière de peintre? Ma spécialité c'est la peinture. D'accord. Voilà, je fais de la peinture, je fais de l'art numérique aussi. D'accord.
Bon, mon cas est... Moi, je suis pas conventionnel. D'accord. Je suis pas conventionnel. Je suis autodidacte. Voilà. Donc, je m'appuie sur, on va dire, mes connaissances d'entrepreneur pour pouvoir construire ma carrière. Donc, on pourrait dire que je suis un artiste entrepreneur. C'est ça. Voilà. Je travaille avec des agents indépendants dans le monde, en freelance, on va dire en Europe, en France, à Londres et aux États-Unis. D'accord. Voilà, donc ce sont eux qui travaillent pour moi. Ce sont eux qui me démarchent, on va dire, les différentes expositions. C'est comme les bookers chez les artistes. Un gars qui va être en France, qui va booker un artiste ivoirien pour un concert à Lyon, à Paris, et puis dans d'autres pays, c'est un peu l'équivalent. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est comme est-ce que c'est l'équivalent des agents? Oui. Football, par exemple. Voilà, ce sont des agents. C'est-à-dire qu'ils vont voir une grande exposition qui doit avoir lieu. Écoutez, moi, nous, on a notre gars. Il s'appelle Romeo Demeva, Susano. Voilà. Est-ce qu'on peut... C'est un peu ça. Voilà, derrière, ils prennent une commission. Comment ça fonctionne? Oui, ils prennent une commission. Ils prennent une commission. Voilà. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui, on a vu que tu as le nom, d'accord? On a vu que tu as les ouvertures. Mais est-ce que l'art nourrit son homme, comme on pourrait le dire de façon terre à terre? Est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça paye? Oui, l'art nourrit son homme. Ça prend du temps, mais l'art nourrit son homme. Ça prend du temps. Voilà. Mais en même temps, il faut savoir vivre selon son niveau de vie. Parce que, comme je l'ai dit, quand j'ai fait l'une de mes premières ventes avec Apizam, je n'ai pas tout de suite voulu vivre une certaine vie au-dessus, c'est-à-dire de mes moyens, de mon niveau de vie, monter, bon, j'ai vendu des œuvres, donc il faut que je me fasse voir. Mais j'ai réinvesti tout cet argent-là dans la stratégie de ma carrière. Voilà. Donc c'est toute une stratégie. C'est-à-dire il faut avoir une stratégie de vie. Il faut avoir un niveau de vie à respecter en fonction des niveaux qu'on traverse. Voilà. Là, nourrit son homme. Moi, je dis que tout métier nourrit son homme si seulement on y met du sérieux, si seulement on y met de l'honnêteté, de la passion. Là, voilà. Là, nourrit son homme. Mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Quels sont tes rapports avec les autres artistes plasticiens ivoiriens? Bon, pour l'instant, dès que ma carrière a démarré, je suis parti du pays. D'accord. Tu es allé où? Comme pour les expositions en France. Un peu, d'accord. Donc, j'ai pas encore été en contact avec un artiste de renom. Ici pas forcément de renom, hein. Les artistes, est-ce que vous avez une association? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous montez des projets ensemble? Est-ce que vous avez une vision commune pour la peinture ivoirienne? Je veux dire, comment vous êtes organisé? Bon, pour l'instant, je suis pas encore dans une association artistique ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais je suis inscrit au ministère de la Culture. Je suis en contact avec le ministère de la Culture qui m'accompagne sur mes expositions, sur mes événements. Je suis en contact avec d'autres artistes. Certains artistes, d'accord. D'autres artistes, certains élèves artistes. J'ai un projet sur lequel, avec mon équipe, nous sommes en train de travailler. Ce projet va permettre à certains artistes de se faire exposer en Europe, dans mon circuit d'exposition. J'en ai parlé avec certains responsables. Donc, nous sommes en train de travailler. Donc, pour l'instant, voilà un peu comment je travaille jusqu'à ce que voilà les choses. D'accord. Donc, on peut dire que chacun fait chemin seul pour l'instant jusqu'à ce que. Mais dans mon cheminement, je regarde les œuvres, je regarde le travail des autres artistes. Et donc, je les regarde, je regarde le travail, j'apprécie leur travail, je m'inspire de leur travail. Voilà, c'est une force aussi pour moi. Ok. Et voilà quoi. Ok. Sans langue de bois, Romeo, quelle est la plus grosse vente? Quelle est la plus grosse vente que tu as faite avec une peinture?
Bon, c'est quand même difficile de parler des chiffres. Hein. Non, c'est pas difficile. Il s'agit de motiver et de convaincre, de rassurer les gens que il y a de l'argent dans la peinture quand bien sûr on prend du temps, quand on se forme, quand on est patient, quand on travaille. Mais quelle est la peinture, la plus grosse vente? Un chiffre, une fourchette si tu veux, si tu préfères, si tu es plus à l'aise. Bon, là, faut pas attirer les regards de toute ta famille, de tout. D'accord. Non, en fait, moi, ce que je veux dire, pour un artiste, c'est de travailler sur sa cote. D'accord. La réputation, la cote, l'image. Voilà. Vous travaillez sur sa cote. Une fois que tu es à côté, je pense que c'est le départ de la prospérité. D'accord. De tout ce qu'on peut imaginer. D'accord. Mais il y a des peintures qui peuvent se vendre à plusieurs millions. Oui, avec la peinture, ça va vite. Ça va vite. Ça va très vite. Voilà, ça va très vite. La peinture, c'est autre chose, quoi. Franchement, c'est... D'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'Ivoirien, l'Africain estime la peinture à sa juste valeur? Parce que certains pourraient dire, mais il a fait quoi même? Il a mis un peu de couleur, il a versé comme ça, et puis bon, il vend ça à 400 000, 600 000, 800 000. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Oui, l'Africain a quand même perdu, on va dire, dans ce sens-là, ses racines. Parce que nous sommes à la base de tout, hein, l'écriture vient de l'Afrique. Hein. Donc, normalement, on a vraiment perdu ce sens-là de l'art en général. Voilà. Parce que nos cultures sont basées sur l'art. C'est ça. Voilà. Comme vous voyez dans les villages, les danses avec les masques, les rituels, tout ça c'est artistique. Voilà, c'est artistique. Mais les gens écoutent de la musique, donc ils sont d'accord avec l'art. Mais est-ce que tu penses que l'Africain apprécie à sa juste valeur la peinture? Je parle de la peinture, pas de l'art, parce que on écoute de la musique, on va se divertir dans des spectacles d'humour, tout ça c'est de l'art. Je parle de la peinture, comparativement aux Occidentaux par exemple. Oui, effectivement. Les Africains n'ont pas vraiment, c'est juste une élite. Une élite. Voilà, c'est juste une élite qui apprécie la juste valeur, l'art. Donc, c'est à nous de communiquer sur l'importance de l'art, voilà, sur cette valeur ajoutée que l'art nous apporte dans tous les domaines de notre vie. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de ton actualité. Tu as parlé comment vous appelez ça? D'une exposition que tu dois faire aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu as au feu, comme on pourrait dire, en ce moment? Quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que tu as d'autres expositions que tu prépares dans le futur, à moyen, à long terme? Bon, là, je reviens de Venise. Donc, je suis en train de, pour l'instant, faire ma tournée de rencontre avec les autorités pour leur présenter l'activité que j'ai eu à faire mener à Venise. Mais là, mon actualité à court terme, c'est mon exposition à New York que je suis en train de préparer. C'est pour quelle période à peu près? Octobre-novembre. D'accord, 2024. 2024. Voilà. Donc, j'essaie de me concentrer là-dessus. D'accord. Donc, ton prochain grand mouvement, c'est New York, exception de New York. D'accord. Quelqu'un qui voudrait commander une de tes peintures, quel que soit l'endroit où cette personne se trouve dans le monde entier, comment elle fait? Est-ce qu'il y a un numéro que tu peux nous donner? Ou comment elle fait? La personne devra contacter le numéro qui s'affiche en dessous. D'accord. Ok, merci. Donc, pour toute personne, évidemment, éventuellement, qui voudrait une peinture de Roméo de Meva, un produit typiquement ivoirien, mais qui appartient au monde entier, devra simplement prendre contact par le numéro qui s'inscrit en dessous de cet écran, et on précise que ce numéro est WhatsApp. Donc, vous pouvez envoyer un message, une note vocale. Quelqu'un de son équipe vous reviendra. Je voudrais que tu donnes ton mot de fin
à l'endroit de 2 catégories de personnes. En regardant ta caméra, 1 à la jeunesse, de façon générale, et 2 à ce jeune qui voudrait éventuellement embrasser une carrière de peintre comme toi. C'est vrai qu'avec les lunettes, on ne saura pas si tu regardes la caméra, mais bon. Voilà. Je regarde la caméra. Donc d'abord aux jeunes, de façon générale, et puis aux jeunes qui souhaitent devenir peintre comme Roméo de Meva. D'accord. Aux jeunes, ce que je veux dire, ma première exposition, elle était faite sur le thème de l'immigration irrégulière. Ouais. Ces jeunes-là qui fuient, on va dire, le terre pour aller vers l'Occident dans le but d'avoir une vie meilleure, tout en laissant leur vie sur ce parcours-là qui est vraiment périlleux. Ça me tient à cœur parce que moi, j'aurais pu aussi passer par ce chemin-là. Parce que la vie n'a pas été aussi facile pour moi. Voilà. Mais j'ai découvert l'art qui m'a permis de migrer, aller à l'Occident et vendre mon talent. Je pense que si ces jeunes-là découvrent leur potentiel, croient en eux, ils pourront vivre leurs rêves partout dans le monde. Donc, c'est ce message fort-là que je veux déjà apporter à cette jeunesse-là. Il faut croire en son potentiel. Il faut croire en ses capacités. Et nous pourrons réaliser nos rêves. Aux peintres, aux jeunes peintres, c'est aussi le même message d'espoir, hein, de croire en son art. Moi, j'ai pour habitude de dire que on n'aide pas un artiste, on n'aide pas un peintre. Un artiste est la solution de Dieu pour une nation. Wow. Donc, un artiste, c'est lui qui vient aider, c'est lui qui vient donner des solutions. Au travers de son art, c'est lui qui apporte des solutions. Donc, vous devez trouver des solutions, des stratégies pour pouvoir vous vendre, pour pouvoir vous présenter, pour pouvoir vous exprimer. Donc, il faut garder espoir. Nous avons l'avenir devant nous. Nous sommes l'avenir de nos familles, de notre pays, de notre nation. Et nous devons porter haut le flambeau. Je vous remercie. Vous venez d'assister à Valeurs Ajoutées, le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités qui visent à favoriser l'essor de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous avons reçu Roméo de Meva, dit Maître Susano, un artiste plasticien, peintre de son état qui a réussi à externaliser son art et qui aujourd'hui fait la fierté des Ivoiriens partout dans le monde. Je précise que ce podcast est sponsorisé par GGA Entreprises, une structure qui évolue dans l'immobilier, le transport, la formation et l'audiovisuel. Et je suis Nyepa Jolanani, son gérant et fondateur. Au prochain podcast.